mon point de départ, c'est le constat tout simple qu'il y a plusieurs façons de définir le spécisme, de parler de ce phénomène qui est l'objet de nos luttes et de nos revendications. Et dans mon intervention, je vais mettre de l'avant une façon de penser le spécisme plutôt inspirée par la discipline sociologique et plus particulièrement par les féministes matérialistes, dont une grande partie étaient sociologues également. Le fil conducteur que je vais dérouler tout au long de cette présentation, c'est que le spécisme, c'est pas un concept figé dont on peut donner une définition absolue, fixe et ahistorique. Et il serait utile pour notre projet de lutte de définir le spécisme de façon matérialiste, c'est-à-dire contextuelle et relationnelle, par le biais d'une analyse de ce que j'appelle les rapports sociaux d'espèces. Donc, dans le mouvement, on trouve comme définition courante du spécisme qu'il s'agit d'une position éthique arbitraire, d'une discrimination injuste, d'un préjugé envers les animaux, ou même d'une volonté de ne pas prendre en compte les intérêts des animaux de façon égale aux nôtres. Ce sont des façons tout à fait légitimes et utiles de définir le spécisme, utiles pour certains cadres de raisonnement, le raisonnement philosophique notamment, mais bien que je sois la première à apprécier et à entendre ces définitions du spécisme, j'aimerais argumenter qu'un usage exclusif de ces définitions peut présenter des limites pour notre projet de lutte contre le spécisme. Et j'ai identifié 3 limites principales que je vais vous exposer maintenant. Premièrement, il semblerait qu'on ait affaire à ce que le sociologue David Niebert, qui est chercheur en Critical Animal Studies, il caractérise comme étant du réductionnisme psychologique. En fait, avec ces définitions, le spécisme est suggéré comme étant une position éthique tenue et défendue par des individus et des individus rationnels, et que d'une certaine façon, il suffirait de raisonner ou d'éduquer ces individus pour mettre fin à l'exploitation animale. Sauf que ce n'est pas une erreur de jugement éthique qui est à l'origine des abattoirs, des bateaux de pêche et des élevages, de l'élevage. Et en fait, d'une certaine façon, c'est se situer dans le monde des idées, de penser le contraire. C'est faire totalement abstraction du fonctionnement réel de la société, parce que peu de gens défendent le spécisme comme tel, ni même ne connaissent la trame argumentative qu'on leur impute habituellement. Et on sait également que très peu de personnes orientent leurs actions, leurs opinions et leur vie en fonction de raisonnements éthiques et rationnels. On peut vouloir que ça soit le cas, et là je renvoie au mouvement altruiste efficace par exemple, mais actuellement, globalement, c'est pas comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Et deuxièmement, ce qui me dérange dans la conception du spécisme en tant que position éthique arbitraire, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, mais une fois qu'on a montré que le spécisme ne repose sur rien d'un point de vue logique, on n'a pas expliqué pourquoi il existe quand même et comment il s'organise. Parce que le spécisme, il peut être arbitraire, mais ça ne l'empêche visiblement en rien d'être quand même très opérant et efficace. Et on peut faire une sorte d'analogie, de la même façon que le racisme n'a pas besoin de l'existence des races pour faire ses méfaits, eh bien le spécisme n'a pas besoin d'être vrai et pertinent pour faire ses milliers de milliards de victimes annuelles. Donc montrer que le spécisme est arbitraire ne résoudra pas entièrement notre problème. Et Peter Singer fait remarquer dans La Libération animale que le spécisme, donc il démontre tous les arguments spécistes, et il en vient à dire que le spécisme a l'air d'être suspendu en l'air, c'est-à-dire il repose sur aucune base solide. Mais justement, ce qu'il faut voir, c'est ce qui devrait retenir notre attention, c'est qu'il tient quand même, malgré ce vide rationnel. Nos adversaires ne cherchent pas à défendre leur position éthique arbitraire, ils cherchent à légitimer par tous les moyens leurs pratiques spécistes et leurs intérêts de classe d'espèce, on pourrait dire. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette légitimation carbure à autre chose qu'aux arguments logiques. Donc, c'est important de savoir qu'on a raison et de faire savoir qu'on a raison, mais on a tout intérêt à reconnaître aussi que la rationalité du spécisme, son mode opératoire, est à trouver ailleurs que dans les raisonnements logiques.
Et enfin, troisième point qui me dérange, c'est que ces définitions mobilisent la notion d'espèce et les catégories humanité, animalité, sans jamais les définir réellement, et comme si c'était des réalités fixes et closes sur elles-mêmes, acquises, évidentes et immuables. Et je montrerai au contraire que la notion d'espèce ne va pas du tout de soi, que c'est une notion, que humanité et animalité sont des définitions, sont mouvantes, fluctuantes, que ce sont des notions historiques qui font l'objet de redéfinitions permanentes. Et on va voir justement en quoi un regard matérialiste sur le spécisme peut totalement changer notre compréhension de la variable espèce, comme ça a été le cas notamment pour les variables sexe et race. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'on devrait se tourner vers une façon un peu différente ou complémentaire, si on préfère, de définir le spécisme, qu'on devrait le considérer comme un fait social. Je vais expliquer ce que j'entends par là, mais pour vous mettre en condition, pour nous mettre en condition à penser le spécisme différemment, je propose qu'on s'inspire de la formule suivante, que vous avez déjà probablement entendue. Le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race et le sexisme au sexe. En soi, cette comparaison en analogie, elle ne nous dit rien de précis sur le spécisme, mais il faut voir ça comme une façon heuristique, c'est-à-dire utile pour faciliter notre compréhension du phénomène, pour étendre notre connaissance, de définir le spécisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il incite à nous référer aux nombreuses analyses qui ont été produites au sujet du racisme et du sexisme depuis 50 ans, et à tenter de les utiliser pour éclairer le phénomène du spécisme. Moi, ce qui me saute aux yeux avec cette formulation en analogie, c'est que aujourd'hui, on parle de patriarcat, de sexe social, de genre, de sexage, de rapports sociaux de sexe, de masculinisme, d'androcentrisme, de racisation, de blanchité. Il y a tout un foisonnement de concepts et de théories qui témoignent d'un travail de dénaturalisation des catégories de sexe et de race, et aussi de dénaturalisation des rapports sociaux qui structurent ces catégories. Tandis que d'un autre côté, les prémices naturalistes au sujet des animaux non humains et des rapports qu'on noue avec eux restent assez... font partie du sens commun, et elles continuent de s'imposer dans la façon dont on appréhende les animaux. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est que tout ce travail d'élaboration conceptuelle mené par les théoriciennes ayant travaillé sur d'autres rapports de pouvoir peut être utile ou fécond, pour reprendre le titre, pour nous aider à penser le spécisme de façon plus critique et tant qu'à faire plus pertinente pour notre lutte. Donc parmi toutes les analyses produites au sujet de la race et du sexe, je vais me référer particulièrement à l'école de pensée qu'on appelle féministe matérialiste, qui a émergé dans les années 70 en France et à qui on doit la revue Questions féministes, dont vous pouvez voir des couvertures en haut à gauche et en haut à droite. Et on leur doit également un tas d'ouvrages passionnants. Donc pourquoi les féministes matérialistes ? Eh bien, déjà parce que leurs analyses ne se réduisent pas à l'étude des rapports sociaux de sexe, elles ne se réduisent pas à l'étude du patriarcat. Elles le disent elles-mêmes de façon répétée dans leurs écrits, elles mettent de l'avant les visées générales de leur analyse. Par exemple, Christine Delphi, elle le dit de la façon suivante, dans la préface du second tome de L'ennemi principal, elle dit « Je pense et j'espère que le démontage des blocs du Lego de l'oppression des femmes, justement parce qu'ils ne sont pas spécifiques de l'oppression des femmes, peut et doit servir à d'autres groupes dominés. » Et en fait, elle considère l'oppression des femmes comme étant une instance parmi d'autres du phénomène plus général de la subordination d'un groupe à un autre, selon l'idée qu'aucune oppression n'est unique dans ces mécanismes, même si chacune évidemment reste spécifique. Autre fait intéressant et utile avec les féministes matérialistes, c'est qu'elles se sont explicitement et continuellement distinguées des conceptions individualisantes et psychologisantes de l'oppression, et elles ont plutôt privilégié les analyses en termes de rapport de pouvoir. Et donc elles ont produit une nouveauté conceptuelle remarquable, dont j'ai donné une courte liste plus tôt. Et
à partir de cette nouveauté conceptuelle, on peut dégager des composantes théoriques transposables, des acquis de la pensée sociologique. Donc ce n'est pas des vérités absolues et rigides, mais on peut les utiliser comme des outils pour penser à la situation des animaux. Donc comme je le disais tout à l'heure, avec cette vision inspirée du féminisme matérialiste, on est amené à appréhender le spécisme non plus tant comme une opinion ou un comportement discriminatoire, mais comme un fait social, c'est-à-dire une organisation particulière de la société, une organisation qui n'est pas figée mais qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une histoire et une évolution, et surtout organisation qui dépasse les individus, qui détermine en grande partie leur comportement et leurs valeurs, leur catégorie de pensée. Donc ça ne nous empêche pas de parler de ces comportements individuels et de ces valeurs, de les analyser et de les critiquer, mais ça permet de les identifier de façon plus adéquate comme étant des symptômes du fait social spéciste, bien plus que des causes de l'exploitation animale. En fait, on enclenche un renversement de perspective qui est typique de la démarche matérialiste. C'est un renversement de causalité qui s'exprime de la façon suivante. Ce ne sont pas les discours, les raisonnements, les opinions qui sont la cause première de l'exploitation animale. Ces manifestations individuelles sont bien davantage des reflets de l'ordre social en place, des alibis en quelque sorte, des légitimations a posteriori. Et en fait, c'est cette organisation sociale à un niveau macro-sociologique, si on veut, qui donne forme et contenu aux consciences individuelles, qui se reflètent dans les comportements et qui fournit des justifications à ceux-ci. Florence Burga, philosophe française antispéciste, dans son livre « Liberté et inquiétude de la vie animale », elle exprime bien ce renversement de causalité. Il faut un peu s'accrocher parce que la façon dont c'est dit, c'est un peu complexe, mais elle dit « Aussi, les concepts d'animal et d'animalité en viennent-ils à faire figure de construction idéologique qu'il convient d'analyser comme telle. Ils tirent leur origine et leur contenu des fins qu'ils servent, et non de l'essence de l'objet qu'ils prétendent décrire. Aussi ne font-ils que consolider des positions préétablies. Ce qui, dans ce discours, passe pour une réalité fondée en nature, les animaux sont à la disposition de l'humanité en raison d'une infériorité substantielle qui fait des usages auxquels ils sont soumis leur vocation naturelle, est en vérité le produit d'une mainmise, d'une appropriation, de rapports sociaux d'appropriation, qui, par cette naturalisation, cherchent à se doter de légitimité. Cette façon de voir les choses, c'est une véritable rupture épistémologique par rapport au sens commun. Et comme l'exprime Nicole Claude Mathieu, qui est une des principales théoriciennes féministes matérialistes, cette rupture épistémologique, elle advient dès lors qu'on cherche à substituer à une pensée fixiste une pensée dialectique, c'est-à-dire relationnelle. Je vais revenir plus tard sur cette tension entre conception fixiste et conception dialectique, relationnelle. Donc à partir de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, je vais maintenant vous proposer 3 façons de penser le spécisme comme un fait social que je vais détailler l'une après l'autre. Premièrement, les catégories humanité et animalité sont des espèces sociales, c'est-à-dire des catégories politiques socialement constituées, dont les frontières ne sont pas fixes mais mouvantes et dont les frontières sont poreuses en fait. Je vais en parler après. Deuxièmement, on peut définir l'élevage comme un système d'appropriation et d'animalisation des animaux. On va voir en quoi ça correspond, cette drôle d'expression d'animalisation des animaux. Et enfin, l'élevage se légitime par une idéologie naturaliste qui fonctionne comme une formidable entreprise d'occultation, donc à la fois occultation du caractère social et organisé de l'élevage, donc de son caractère arbitraire, mais aussi occultation des mécanismes de sa mise en œuvre. Par exemple, l'occultation du fait que l'élevage se fonde sur une reproduction forcée des animaux. On va détailler plusieurs occultations comme ça. Donc, premier point, le caractère social des catégories humanité et animalité. Flo Morin, qui est actuellement en doctorat de sociologie, en parle de la façon suivante.
Le tabou radical, c'est que la frontière entre l'humain et l'animal, ou plus généralement le non-humain, n'est ni stable, ni naturelle, ni ahistorique. Il s'agit d'une frontière érigée politiquement et politiquement contestée. Peut-on entreprendre théoriquement de dénaturaliser, de désontologiser l'espèce, de la même façon que les travaux féministes ont dénaturalisé et désontologisé le genre et la race? Ou, pour reprendre la formulation de Nicole-Claude Mathieu, peut-on éloigner la variable espèce du sens strictement biologique pour la faire parvenir au statut de véritable concept sociologique? Première chose qui me paraît fondamentale à voir pour une construction sociologique de la variable espèce, et qui va peut-être en étonner certains, c'est que, ou certaines, c'est que la différence entre humanité et animalité, c'est une différence instituée bien plus que observée dans la nature, on pourrait dire. Déjà, l'animalité, en soi, c'est pas une espèce. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et de même, l'humanité, en fait, ne recouvre pas absolument ce qu'on entend par Homo sapiens. Par exemple, il y a de nombreuses catégories d'êtres faisant partie de l'espèce Homo sapiens qui se voient refuser et sont exclus et continuent aujourd'hui d'être exclus de la catégorie humanité. Les individus considérés comme moins rationnels, les femmes, les enfants, les animaux ne font pas partie de l'espèce Homo sapiens, mais les esclaves, pendant longtemps, ne faisaient pas partie de la catégorie humanité. Par exemple, le slogan humaniste « On est tous humains », c'est un slogan relativement récent qui n'aurait pas du tout bénéficié de l'aura consensuelle dont elle bénéficie aujourd'hui. L'hétérogénéité qu'on suppose entre ce qui est humain et ce qui est animal, c'est une idée relativement récente pour nos contrées occidentales. Donc, dans le cadre du contexte spéciste qui est le nôtre, l'animalité s'est utilisée et appréhendée comme un stigmate associé à une position de moindre pouvoir. L'humanité, à l'inverse, c'est associé à l'idée de dignité humaine, et c'est l'affirmation d'un privilège, d'une valeur particulière. En fait, ça correspond à la situation majoritaire dans le cadre des rapports sociaux d'espèce. Donc ce caractère relationnel et mouvant de l'espèce, on l'observe très clairement dans les enjeux de lutte et de revendication politique. La rhétorique humaniste, par exemple, dont vous pouvez voir quelques exemples projetés, c'est une très bonne indication du caractère politique des identités d'espèces. Le fait de dire on n'est pas de la viande, on n'est pas des animaux, c'est pas être dans un déni biologique qu'on est des organismes multicellulaires et hétérotrophes, c'est plutôt contester le fait d'être associé à l'animalisation en tant que mise en situation minoritaire, et c'est refuser le stigmate que représente l'animalité. C'est refuser d'être associé aux opprimés et c'est réclamer ces privilèges d'espèce, à savoir la considération morale et politique. Donc on a là l'une des raisons pour lesquelles les tentatives visant à délimiter une frontière définitive et étanche entre humanité et animalité sera toujours vouée à l'échec, puisque au sens sociologique, humanité et animalité, ce ne sont pas des essences qu'on peut distinguer et classifier une bonne fois pour toutes. Ce sont des positions sociales, donc instables, poreuses et en constante évolution. La deuxième chose au sujet de l'espèce, donc non seulement c'est une notion mouvante, mais c'est, comme je l'ai déjà rappelé, c'est une notion relationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que animalité et humanité ne peuvent pas être pleinement comprises et définies de façon isolée l'une par rapport à l'autre. Ce sont des catégories qui se définissent par et dans leurs relations réciproques, et en l'occurrence leurs relations antagonistes. Comme le dit Christine Delphi, et c'est vraiment les premières photos qui tombent sur les moteurs de recherche quand on tape le nom de ces sociologues, on ne peut pas considérer chaque groupe séparément de l'autre, puisqu'ils sont unis par un rapport de domination, ni même les considérer ensemble, mais indépendamment de ce rapport.
Juste une petite parenthèse, en fait, on pourrait s'attendre à ce que ça soit dans le cadre justement des sciences sociales et particulièrement de la sociologie qui a été produite en premier lieu cette remise en question d'une conception essentialiste de l'humanité et de l'humanité. Mais en fait, c'est principalement dans des domaines comme la biologie qu'on trouve des remises en question assez radicales de l'idée d'espèce. Je pense par exemple aux travaux de Jean-Jacques Kupiec, mais il y a aussi l'article de David Olivier qui s'appelle « Les espèces non plus n'existent pas », qui est un très bon article que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site des cahiers antispécistes. Donc je vais parler assez brièvement du premier chapitre du livre « Ni Dieu ni gène », qui s'appelle « Histoire d'être », parce que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, ce qui se disait dedans. Donc, dans ce chapitre, Kupiec il explique que l'espèce est une catégorie de pensée qui a une histoire, au même titre que la race. Et il donne quelques éléments sur l'origine et la construction idéologique de ce concept d'espèce. Il commence par rappeler que ce qu'on entend par espèce n'est pas évident du tout, que c'est d'ailleurs une notion qui pose problème en science, on n'arrive pas à en donner une définition satisfaisante, et il y a plusieurs définitions reconnues plus ou moins par les sciences dures. Et en fait, la façon dont on conçoit les espèces, dans le sens commun, ça obéit à une logique très ancienne, qui est celle des idées platoniciennes, une logique essentialiste dans ce qu'elle renvoie à une prétendue unité réelle et fixe qui, dans les faits, ne correspond à rien d'existant. En fait, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, malgré le passage de la révolution darwinienne, qui a totalement réfuté les conceptions créationnistes et fixistes des espèces, on a pensé et décrit les espèces comme étant des réalités fixes, déterminées de tout temps et pour toujours, données éternellement par Dieu ou pour la nature. Par exemple, la classification de Linné visait à retrouver ou à découvrir de façon précise et définitive ces réalités de la nature que sont les espèces. Et encore une fois, c'est cette conception fixiste qui a dominé pendant longtemps la pensée scientifique et qui continue aujourd'hui d'infuser le sens commun. Mais Kupiec, il explique qu'aux alentours du XIIIe, XIVe siècle, avec Guillaume d'Occam et le courant des nominalistes qui s'opposent aux réalistes, il y a un renversement de la causalité. Les individus ne se ressemblent pas parce que les espèces existent, mais au contraire, on peut créer des espèces, c'est-à-dire des mots, des concepts, parce que les individus se ressemblent. Et ils se ressemblent pour des raisons contingentes, pour des raisons hasardeuses, on pourrait dire. Donc il dit, ce renversement de causalité est de fait un passage implicite au matérialisme. Donc pour les nominalistes, qui facilite ce passage au matérialisme, et contrairement aux réalistes, les espèces n'existent pas. Il n'y a pas quelque chose chez les individus, une sorte de moule intérieur, ou d'essence, ou de nature, qui les déterminerait a priori, et il n'y a pas non plus d'ordre naturel pour organiser ces natures entre elles. L'idée d'espèce, c'est une construction, un concept humain qui se justifie éventuellement par son utilité relative pour faire des classifications des phénomènes et des individus observés. Donc, après avoir esquissé une dénaturalisation de la notion d'espèce, on peut s'attaquer à la dénaturalisation des rapports que nous nouons avec les animaux, des rapports sociaux d'espèces. L'élevage, par exemple, organise certains types de rapports sociaux qui n'ont rien d'évident ou de nécessaire et qu'il convient d'analyser comme tels, c'est-à-dire comme des rapports historiquement situés et arbitraires contingents. Pour caractériser l'élevage, on peut s'inspirer de Colette Guillaumin, qui est une autre féministe matérialiste qui est décédée l'année dernière. Donc pour Colette Guillaumin, il existe des rapports sociaux particuliers mais structurellement comparables, qui sont les rapports d'appropriation. Et pour Colette Guillaumin, les rapports d'appropriation produisent un certain type d'idéologie qu'elle appelle l'idée de nature. Par rapport d'appropriation, elle entend tout rapport par lequel certains individus
sont utilisés par d'autres, avant tout comme des outils, comme des corps, comme des corps machines de travail, comme des moyens au service de fins matérielles qui leur sont extérieures. Donc, parmi ces rapports d'appropriation, elle identifie les rapports de servage, d'esclavage, et c'est dans la lignée de ces deux notions qu'elle va conceptualiser ce qu'elle appelle le sexage, par lequel les membres de la classe des femmes sont appropriés par les membres de la classe des hommes, à la fois individuellement et collectivement. Les sociologues Juteau et Laurin définissent le sexage de la façon suivante. La totalité de l'individualité des femmes est appropriée, le corps, le travail, les produits du corps et ceux du travail. En échange, les hommes pourvoient à leur subsistance. Le temps de l'appropriation est illimité, la durée et les conditions du travail indéfinies. Les tâches qui sont accomplies par les femmes s'appliquent à l'entretien matériel et affectif des hommes, enfants et membres dépendants de la famille. Enfin, le discours qui légitime cette oppression est celui de l'amour romantique et de l'amour maternel. Et de même, l'élevage, dans la lignée du servage, de l'esclavage et du sexage, c'est également un système d'appropriation, et on peut voir ça comme l'un des rapports d'appropriation les plus poussés qu'il soit. Colette Guillaumin, elle définissait déjà dans ses travaux l'appartenance physique comme étant un rapport de pouvoir peut-être le plus absolu qui puisse exister. En fait, à travers cette relation d'appropriation, les animaux élevés ils partagent une communauté de sorts, une situation commune, ils forment un groupe minoritaire au sens défini par Colette Guillaumin, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans une infériorité sociopolitique, coutumière et juridique. Ce sont des propriétés, ils appartiennent à certains humains, de leur conception jusqu'à leur consommation. Ils subissent une situation de moindre pouvoir et de non-disposition de leur propre personne. Ils sont détenus dans les élevages, ils sont entièrement canalisés vers la transformation d'eux-mêmes en biens marchandises. Leur vie, leur nourriture, leur lieu de vie et leurs conditions d'existence sont tout entières consacrées et canalisées pour servir cette fin qui leur est extérieure. Ce projet qu'on leur impose par la mise en élevage, c'est celui de la construction de leur corps en vue de leur utilisation en tant que produit de consommation. Cette construction, elle est très concrète. Elle se fait par la sélection génétique, déjà, l'eugénisme. Elle se fait par les mutilations diverses, les castrations, les cornages, le meulage des dents, la coupe des queues et j'en passe. Ça se fait aussi par le contrôle de l'environnement et par l'optimisation de l'alimentation pour les faire grossir, grandir le plus vite possible en un moins de temps et en utilisant le moins d'alimentation pour économiser les coûts. Donc, toutes ces techniques d'animalisation des corps, elles sont actuellement perfectionnées par la zootechnie, qui est une discipline à part entière, un champ de recherche à part entière, mais le principe, il est aussi ancien que le processus même de domestication, qui est fondé sur une sélection phénotypique des individus. Et en fait, avec ces rapports avec cette animalisation, on produit des animaux hypertrophiés, hyperproductifs, mutilés, des corps douloureux en fait avant même leur mort. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est les élevages de poulets de chair. Enfin, les poulets de chair, au bout de 40 jours d'existence, donc au terme de leur élevage. Souvent, ils ressemblent déjà à des poulets rôtis pas encore morts, en fait. Ils sont déplumés, ils sont énormes, ils ont des poitrines et des cuisses énormes, et en fait, ils sont pas encore morts, mais c'est comme si c'était déjà le produit de consommation qui n'est pas encore arrivé au terme de sa transformation, quoi. Il manque plus que la mort pour en faire vraiment un produit de consommation. Donc, par l'élevage, les animaux sont rendus des aliments, des substances. Ce ne sont plus des individus, par exemple un poulet, mais ça devient des aliments du poulet. Ce qui nous amène...
Ouais, sur le fait que les animaux ils deviennent très concrètement de la viande avant même de mourir, en fait, ça... 10 minutes, ok, je vais passer ça alors. Donc, ce qui nous amène au troisième et dernier point, les mécanismes idéologiques d'occultation de l'élevage comme étant un système organisé d'oppression. Comme je le disais plus tôt, pour Colette Guillaumin, les systèmes d'appropriation produisent une idéologie propre à les légitimer, et c'est ce qu'elle appelle l'idée de nature. L'idée de nature, c'est-à-dire l'idéologie naturaliste, ça consiste à supposer une nécessité, une évidence, une spontanéité, ou pour le dire tout simplement une naturalité, dans l'explication des phénomènes sociaux. Pour Christine Delphy, le naturalisme, c'est la théorie indigène ou spontanée de l'oppression, qu'il s'agisse de celle des femmes ou de celle des gens de couleur aujourd'hui, ou qu'il s'agisse de celle des prolétaires il y a à peine un siècle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on justifiait les différences de classe ou les différences de procession en partie par des différences d'ordre biologique. Ce qu'on fait moins aujourd'hui, mais ce qu'on continue à faire dans l'explication du patriarcat ou du spécisme, par exemple. Donc, dans l'idéologie naturaliste, on retrouve tout ce qui peut justifier et donner du sens à la façon dont les individus sont appropriés et au fait même qu'il existe des individus appropriés par d'autres. Toujours selon Delphy, l'idéologie naturaliste qui postule une spontanéité des rapports sociaux, elle permet deux choses. Premièrement, elle permet de voiler le caractère d'extorsion des services rendus par les opprimés, de les faire apparaître comme des dons volontaires. Là, ça vous fait peut-être penser à quelqu'un. Et deuxièmement, de voiler les mécanismes de cette extorsion. Ainsi, le serf n'est pas vu comme donnant son travail gratuitement au seigneur parce que celui-ci s'est approprié les moyens de production de la terre, mais en reconnaissance de sa protection. Donc on va voir en quoi on peut appliquer cette lecture aux idéologies naturalistes au sujet de l'élevage. Le premier type d'occultation du caractère d'extorsion, moi je le vois dans le champ académique, notamment dans les choix méthodologiques faits par certains chercheurs et chercheuses lorsqu'ils prennent l'élevage comme objet de recherche. Ça peut être par exemple dans le fait de fonder ces analyses uniquement sur des propos d'éleveurs, en privilégiant dans l'analyse la façon dont eux vivent les relations d'élevage. Ça peut être aussi dans le fait de recourir au cadre d'analyse de Mauss, et donc au champ lexical du don, plutôt qu'au cadre d'analyse de Marx, et donc au champ lexical de l'exploitation. Par exemple, Jocelyne Porcher, sociologue française dont les recherches portent sur l'élevage, qu'elle cherche absolument à distinguer de la production animale. La production animale, c'est de l'élevage, mais intensif. Donc, elle théorise l'élevage comme étant le lieu de relations de travail mutuellement bénéfiques et affectives entre les éleveurs et les élevés. Elle part de la beauté du lien entre les éleveurs et les animaux, et elle présente l'élevage non seulement comme un contrat domestique, avec des avantages réciproques, mais également comme le lieu privilégié d'un rapport de don qu'elle décrit de la façon suivante. Donner la vie et la reprendre, quand la vie donnée a été une vie bonne, sont perçus comme une inéluctable participation des êtres, hommes et animaux, et de soi-même, au processus toujours recommencé qui va de la vie à la mort et de la mort à la vie. Cette théorisation de l'élevage comme un contrat domestique, elle entérine pourtant l'entière et absolue appropriation matérielle du corps des animaux élevés, et affirmer qu'une relation contractuelle est en jeu entre les éleveurs et les animaux, c'est supposer la possibilité d'une égalité de statut ou d'une symétrie de statut et de position entre les humains et les animaux d'élevage, et c'est totalement laisser de côté le fait que les animaux sont la propriété des éleveurs, que ces derniers ont un droit de vie et de mort sur leurs bêtes. Donc pour le dire autrement, c'est faire fi des positions et des possibilités de chacune des parties en jeu dans ce prétendu contrat, et ça empêche de voir les rapports d'élevage comme des rapports de pouvoir asymétriques, inégalitaires, comme étant des rapports d'appropriation. Donc on voit en quoi ce genre de choix méthodologique et terminologique, il fait toute la différence. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ni même penser au sujet de l'élevage.
avec certains cadres d'analyse. Par exemple, c'est difficile de concevoir l'élevage comme une oppression quand le cadre relationnel posé, c'est celui d'une relation de don ancestrale et réciproque entre éleveurs et animaux. Rapidement, je vais essayer de parler rapidement aussi d'une autre forme d'occultation, c'est la suicide food. C'est un motif publicitaire qui est assez répandu, qui consiste à représenter les animaux comme étant consentants à être élevés et à être consommés. Donc ils s'offrent à la consommation, ils adoptent des positions aguicheuses ou détendues. Et en fait, tout ce fantasme des animaux qui sont ravis d'être mangés, tout ça, ça participe aussi à la naturalisation de l'élevage, puisque ça laisse supposer qu'il n'y a même pas besoin de forcer les animaux à aller se faire tuer. Ils y vont d'eux-mêmes, c'est leur destinée, et ils s'y plient volontiers. Donc il y a toute une ambiance consensuelle et positive qui est aussi soutenue au niveau sémantique dans le choix du champ lexical dans la publicité, donc le champ lexical de l'amour, un champ lexical érotique, le champ lexical du plaisir, du goût aussi, tous ces champs lexicaux qui fait que l'élevage c'est quelque chose de tout à fait naturel, normal, spontané, il n'y a aucune... il n'y a rien qui vient troubler la mise en place des produits d'origine animale. Donc toute cette représentation des animaux comme consentants, ça entretient aussi la négation, le déni de la résistance animale, du fait que les animaux, même appropriés, même construits dans leur chair comme étant des animaux destinés à être mangés, ils continuent d'exprimer leur volonté et d'exercer leur agentivité. Et là, je renvoie à la super présentation d'Amandine Sanvicens sur la résistance animale qui a été donnée il y a quelques jours aux Estivales de la question animale et qui va bientôt être mise en ligne. J'ai bientôt fini. Dernière chose sur l'occultation, c'est l'occultation des mécanismes qui permettent l'élevage. Et on peut penser notamment à la méconnaissance totale qui entoure le fait que l'élevage se fonde sur l'organisation d'une reproduction forcée des animaux. Il y a très très peu de gens qui savent ou qui se rendent compte que, qui sont au courant de l'existence et même du fonctionnement des couvoirs ou des centres d'insémination. Il y a très peu de gens qui savent que les animaux d'élevage sont, pour certains, sont incapables de se reproduire ou même de mettre bas par eux-mêmes, sans intervention humaine. Et donc on assiste, de la même façon que Paola Tabet l'a montré dans le cas de la procréation humaine, à une oblitération mentale des manipulations sociales des mécanismes de la reproduction. La viande, elle semble être produite ex nihilo, il y aurait juste à la récolter, en fait, comme si les animaux étaient toujours déjà de la viande. Et ça entretient l'impression que les animaux se reproduiraient tout seuls, c'est-à-dire naturellement. Et d'où cette fameuse crainte populaire que si on arrête de manger de la viande, les animaux vont nous envahir, alors même qu'en fait les animaux ils sont produits systématiquement par l'action humaine. Tout ça, ça participe à la diffusion d'une représentation de la production animale comme un phénomène spontané, c'est-à-dire naturel, plutôt que organisé, c'est-à-dire social. Conclusion. L'idée avec tout ce dont je vous ai parlé, c'était de voir en quoi un cadre d'analyse d'inspiration matérialiste peut permettre d'étendre notre compréhension du phénomène spéciste. Ça favorise un nouveau regard et de nouvelles questions, de nouvelles comparaisons, de nouveaux concepts, et potentiellement de nouvelles optiques stratégiques de lutte. Tandis que le sens commun naturaliste favorise les explications spontanées et fixistes des phénomènes sociaux en les présentant comme normaux, naturels, nécessaires et consensuels, un regard matérialiste va au contraire chercher à montrer en quoi ces phénomènes sont organisés, arbitraires, contingents et en quoi ils peuvent faire l'objet de luttes. Donc si on se demande à nouveau qu'est-ce que le spécisme, c'est toujours une position éthique arbitraire, mais c'est aussi et peut-être surtout un fait social
c'est-à-dire un ensemble complexe et dynamique de relations entre espèces sociales, l'humanité et l'animalité. Et dernière chose, c'est que le spécisme, c'est un concept à remplir. De la même façon que le patriarcat, c'est un concept à remplir, avec tout un travail sociologique et politique, avec des recherches empiriques et des analyses critiques. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose qu'il faut expliquer de façon continuelle, en fait. On ne peut pas en donner une explication fixe et définitive. C'est quelque chose qui évolue et c'est pour ça que nos analyses doivent tout le temps également évoluer. Merci de votre attention.